Je vais commencer par dire en réalité que le droit des données n'existe pas. Donc ce que je vais vous présenter, en fait, ça n'est pas le droit des données, puisque précisément, je considère, en tout cas pour ma part, qu'il n'existe pas, même si on voit fleurir actuellement des ouvrages qui sont rédigés par des juristes, qui s'intitulent « Droit des données ». On en a parce que c'est vrai que c'est une expression pratique, indéniablement. C'est un peu un raccourci sur le plan juridique, mais c'est une expression pratique qui permet de dire qu'on va parler des données et du droit, ou du droit et des données, en fait. C'est davantage de ça dont il s'agit en réalité. Voilà, justement. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de droit des données ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas un dispositif juridique, un corpus de règles qui gère l'ensemble des problématiques générées par les données. Et évidemment, données, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça recouvre tellement de réalités différentes, qui plus est que ça serait de toute façon tout juste impossible. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a plusieurs corpus ou plusieurs dispositifs de règles ou de droits qui ont vocation à s'appliquer aux données, selon justement la qualité de ces données et la qualification qu'on en fait. On parlait tout à l'heure de criticité, en fait, c'est ça, c'est cette question de qualification des données, selon qu'on, et on le verra dans quelques instants, selon qu'on dit que ces données sont des données personnelles, sont des données publiques, sont des données privées, etc. Donc, en fait, il n'existe pas de droit des données parce qu'il n'existe pas de règles uniformes qui permettent de régler toutes les questions posées par celles-ci. C'est la raison pour laquelle je préfère, mais je trouve que c'est important de faire cette précision-là, notamment auprès de non-juristes. C'est la raison pour laquelle on parle de données et de droit. Et c'est la raison également pour laquelle on ne parle pas de droit du numérique, même si là encore l'expression est très couramment utilisée, mais plutôt de numérique et de droit. Voilà. Bon. Voilà, ces précisions sémantiques étant faites, je vais quand même entrer un peu dans le vif du sujet sur ce qu'est une donnée, mais ce qu'est une donnée très modestement du point de vue du juriste, bien sûr. La donnée, elle est définie elle est définie de façon officielle, c'est assez étonnant. Mais il faut savoir qu'il existe un arrêté qui s'appelle l'arrêté sur l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique qui date de 1981. Alors la définition de la donnée qui en est donnée ne date pas de 1981 ou pas nécessairement. C'est un vocabulaire comme un dictionnaire en fait officiel qui est alimenté, enrichi en permanence par la voie d'un arrêté. Et cet arrêté ou ce dictionnaire, il est publié à travers un bulletin officiel, tout à fait officiel, qui est le bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche, précisément. Alors, on nous dit sur ce que c'est ou ce que peut être une donnée, en tout cas la manière dont on l'appréhende à travers ce dictionnaire-là, c'est la représentation d'une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement. C'est une définition qui est intéressante pour ma part, je trouve. J'en parle souvent de cette définition parce qu'elle est assez générique, il faut reconnaître, et parce qu'elle nous précise que, en fait, une donnée, c'est comme une information, sauf que ce n'est pas tout à fait une information, bien évidemment, parce que, en fait, c'est la représentation de l'information. C'est-à-dire le fait de pouvoir, et ça nous parle évidemment dans le domaine du numérique et de l'informatique, c'est-à-dire c'est une façon codée ou conventionnelle de présenter une information. Donc c'est plutôt, j'allais dire, quelque chose qui n'est pas tout à fait le contenu, la donnée, même si c'est du contenu bien sûr, mais ça n'est pas tout à fait le contenu, c'est la façon dont on a de la présenter ou de présenter ce contenu pour ensuite, et c'est là où la définition est également intéressante, en faciliter le traitement. Donc, la donnée, c'est vraiment quelque chose que l'on présente pour traiter de l'information. Pour traiter l'information, il y a nécessité, les informaticiens le savent évidemment mieux que quiconque, il y a nécessité de la... Il y a un petit problème. Oui. Ça se prend. Ah, c'est bon. Il y a nécessité donc de
non pas d'observer nécessairement une présentation de la donnée, mais en tout cas d'en organiser son traitement pour qu'elle soit ensuite utilisable à dans divers objectifs. Donc le traitement nous renvoie évidemment à la question du logiciel. Le logiciel, en tout cas tel que nous on l'appréhende en droit, c'est un système de manière très large et très simple, c'est un système de traitement de données, tout simplement. On l'oppose en général, le logiciel, à la base de données qui sert à faire fonctionner un logiciel bien sûr, mais qui n'est pas assimilable, en tout cas en droit, en tant qu'objet de droit assimilable au logiciel. La base de données, c'est un système de présentation de données, alors que le logiciel, donc, c'est un système de traitement de données. Voilà donc comment cette définition sert en fait de base au raisonnement du juriste. Voilà, ça c'est important en tout cas, même si elle n'est pas forcément parfaite, et certainement pas, mais elle sert en tout cas de base pour raisonner en termes de droit. Voilà donc pour la définition en tout cas que l'on utilise de manière très générale. Et puis je voudrais pour ma part insister un tout petit peu sur ce qu'est une donnée, en particulier une donnée de la recherche. C'est important que j'en parle ici parce que ça fait partie de mes champs de recherche que de savoir aussi ce qu'est une donnée de la recherche scientifique, puisque l'on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'enjeux sur le traitement des données de la recherche scientifique ou données scientifiques, même si je préfère la première expression. Il y a un certain nombre d'enjeux, notamment dans la mise en place de plans de gestion de données. Et il a donc été nécessaire, à un moment donné, de s'intéresser à ce que c'était qu'une donnée de la recherche scientifique. Et pour nous, juristes, spécialisés en particulier, c'est une définition qui est importante et on va le dire également, je le repréciserai un petit peu par la suite. Alors, on n'en trouve pas énormément de définitions des données de la recherche scientifique, on en trouve deux en réalité. Une qui appartient à la littérature grise, la deuxième aussi d'ailleurs, puisque la deuxième est issue de l'étude d'impact de la loi pour une république numérique. Donc ça ne figure pas dans la loi, mais ça figure dans l'étude d'impact qui a précédé l'adoption de la loi. Et puis la première, c'est une définition donnée il y a quelques années déjà maintenant par l'OCDE. Donc voilà, je ne vais pas insister sur ces définitions, on pourrait en faire le commentaire, mais ce n'est pas du tout le projet ni le but là maintenant. L'idée qu'il faut simplement retenir, c'est que, et ça me semble important compte tenu de ce que je vais dire par la suite, que la donnée, c'est toujours considéré, que ce soit scientifique, que ce soit des données de la recherche ou pas, l'idée c'est que la donnée c'est quelque chose d'un peu brut en fait. Même si en fait le terme de données brutes, on s'en est rendu compte lors du projet Common Data précisément, renvoie en plus à des réalités différentes sur le plan scientifique. Bon. Ces précautions étant prises, la donnée brute, ça reste quand même dans l'idée une donnée qui est une donnée factuelle, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas encore fait l'objet d'un début d'analyse. Il y a les données annotées qui sont déjà des données ayant fait l'objet d'un travail. La donnée brute, c'est la donnée en amont justement de l'accomplissement de tâches diverses et variées, d'un travail intellectuel, même si ce travail intellectuel n'est pas forcément très poussé. La notation n'est pas forcément quelque chose qui nécessite d'être tout à fait ultra formé, par exemple, au traitement des données ou à la donnée elle-même, dans la matière qu'elle concerne. Donc la donnée, en fait, c'est vraiment la chose aujourd'hui, par un raccourci de langage, vous pourrez dire la chose captée, parce qu'on utilise aujourd'hui beaucoup de capteurs, même si bien sûr ça ne se réduit pas à la captation par les capteurs électroniques, mais c'est un peu cette idée-là, que la donnée, en fait, c'est la donnée brute, donc qui renvoie, c'est l'expression qui est utilisée, vous l'aurez remarqué, par les deux définitions, c'est-à-dire les enregistrements factuels ou les données factuelles. Voilà, factuel, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que ce qualificatif de données factuelles ou d'enregistrement factuel, c'est intéressant pour le juriste? Et pourquoi est-ce qu'on y prête attention à ces définitions? Eh bien, tout simplement parce que, précisément, ça va déterminer le fait qu'il y ait eu un travail sur la donnée ou pas de travail sur la donnée, va déterminer le régime juridique ou les règles qu'on va y appliquer.
Voilà, je vais en reparler plus précisément. Simplement pour préciser avant d'entrer dans le droit que tout ceci fait l'objet également d'un projet de recherche Common Data sur les données de la recherche des communs scientifiques point d'interrogation et qui en ce moment a lancé là, depuis une dizaine de jours une enquête à destination des chercheurs et enseignants-chercheurs. Donc je me permets de vous le dire au cas où il y aurait de cette catégorie de personnes parmi vous, enseignants-chercheurs et chercheurs, peut-être vous aurez alors reçu un message vous invitant à y répondre à cette enquête qui se clôturera fin juin. Et donc je ne saurais que vous inciter à répondre à cette enquête qui en fait a pour but de connaître un petit peu mieux dans le bassin Occitanie les pratiques en matière de gestion de données scientifiques, tout simplement. Alors, pour parler droit, eh bien, il y a lieu d'évoquer 3 domaines qui sont de manière privilégiée. Ce ne sont pas les seuls, hein, je le précise, mais de manière privilégiée concernés par la question des présentations et des traitements de données. Ces 3 matières en droit, ce sont des disciplines juridiques qui s'appellent le droit de la propriété intellectuelle, le droit des données publiques, c'est ce qui renvoie un peu au mouvement et à la politique d'open data. On le connaît en général sous l'appellation ou sous cette expression open data. Ça renvoie à ça, à ce dispositif-là. Et puis enfin, le droit des données personnelles que je n'aborderai pas, moi en particulier, puisqu'il y aura une intervention par Gwenaëlle Donadieu tout à l'heure, en particulier sur le droit et la protection, comme on dit, des données personnelles, qui est une question d'une vive actualité, une brûlante actualité. Je n'aborderai donc que les 2 premières, et puis j'élargirai peut-être un petit peu à la fin. Alors, tout d'abord, alors ça va être quand même, on ne va pas rentrer, je vous rassure, dans le détail du droit, c'est un peu fastidieux. Simplement pour donner quelques lignes et quelques grands principes en réalité qui s'appliquent aux données. Alors tout d'abord au travers du droit de la propriété intellectuelle. Les données sont-elles objet de propriété ? Alors cette question-là, évidemment, qui est une question à 1 000 €, on a différentes réponses selon en réalité la notion que l'on se selon la compréhension que l'on a de la notion de propriété. Pas tellement de la notion de données, mais de la notion de propriété. Souvent, on dit je suis propriétaire de mes données parce que je suis moi-même entreprise et qu'en tant qu'entreprise, j'ai collecté un certain nombre de données dont je suis propriétaire. C'est pas faux, mais c'est pas vrai en réalité, pour le juriste en tout cas. Du point de vue économique, ça s'entend très bien, parce que du point de vue de l'économiste ou du point de vue économique plus généralement, le fait de détenir, c'est-à-dire de posséder finalement et de détenir des données, et de pouvoir les commercialiser, de pouvoir en faire commerce, ça permet de dire qu'on en est propriétaire. Et ce n'est pas faux en soi du point de vue économique. Du point de vue juridique, la question est un petit peu différente, car la propriété en fait est une notion assez complexe en réalité, malgré ce qu'on peut... c'est une notion complexe qui a évolué, qui plus est à travers les âges, qui n'a pas toujours connu la forme qu'on lui connaît aujourd'hui au XXIe siècle ou au XXe siècle. C'est une notion, depuis la Révolution française, pour aller vite, c'est une notion qui recouvre un certain nombre de choses. Donc, pour aller vite, là encore, parce qu'on pourrait en parler pendant toute une journée, la notion de propriété, il faut, en tout cas en droit, l'entendre comme étant un droit sur une chose. Pour avoir un droit sur une chose, il faut que le législateur ait dit « oui, ça, c'est possiblement une chose appropriable ». C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu un consensus démocratique, autrement dit, autour de ce que l'on peut s'approprier et ce que l'on ne peut pas s'approprier. On considère par exemple l'eau, l'air, ce sont des choses dont on dit que ce sont des choses communes, c'est-à-dire qui ne sont pas objets de propriété, même si on peut s'en approprier dans le détail. Moi, je peux aller chercher de l'eau, par exemple, dans une source, mais à condition de ne pas aspirer toute la source. C'est tous les problèmes, d'ailleurs,
on pourrait extrapoler avec tous les problèmes de droit de l'environnement qu'on connaît aujourd'hui, hein, sur la manière dont certaines entreprises puisent dans les nappes phréatiques de manière sensible et qui font que l'on se pose alors la question de savoir à qui appartiennent ces nappes phréatiques. Bon, je ne m'appesantirai évidemment pas là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais ça fait partie, hein, de la problématique de la propriété. Alors en fait, la propriété, donc, comme je le disais, c'est une notion, c'est un droit que l'on exerce sur des choses, corporel ou incorporel, mais en tout cas, c'est un droit qui ne peut être mis en place, ou en tout cas appliqué, et en tout cas adopté, que si on est d'accord dans une société pour dire ça, c'est appropriable, et ça ne l'est pas. Les données ne font pas partie des choses dont on a estimé que l'on pouvait être propriétaire, pour un certain nombre de raisons, et j'allais dire en particulier par le fait qu'il s'agit aussi de choses incorporelles et que ce n'est pas toujours évident de savoir. C'est un peu le même débat qu'on a eu dans les années 70 en droit, qui a donné lieu à beaucoup de littérature, beaucoup de doctrines, hein, sur la question de la propriété de l'information. C'est exactement le même débat. Et certains auteurs ont estimé que l'information devait être considérée comme un objet de propriété, et puis d'autres étaient tout à fait opposés à cette idée. C'est plutôt la seconde conception qui a prévalu pendant des années, et aujourd'hui la question se repose avec les données. La propriété des données, alors comment résoudre cette discussion-là ? D'une manière très simple, à mon sens, même si ça doit être quelque chose qui s'argumente au fil de pages et de pages, hein, d'écriture, et qui se raisonne et qui se démontre, mais la propriété des données, en réalité, eh bien, on peut dire qu'il s'agit d'une propriété qui n'existe pas. C'est-à-dire que la propriété, les données ne sont pas un objet de propriété, ni dans le Code civil, ni dans le Code de la propriété intellectuelle. Ce que dit le Code de la propriété intellectuelle, c'est simplement vous avez un monopole d'exploitation ou un droit de propriété intellectuelle sur deux objets qu'on a déjà évoqués précédemment, que sont les bases de données et les logiciels, ce qui n'est pas les données, hein, c'est autre chose. On a dit logiciel, c'est un système de traitement de données, et base de données, c'est un système de présentation des données. Pourquoi ? Parce que le droit de la propriété intellectuelle, en réalité, eh bien, est un droit qui va avoir tendance, forte tendance, à s'appliquer à ce qui est mis en forme, et non pas à l'information ou aux idées elles-mêmes. La propriété intellectuelle n'est pas là pour capter les idées, et fort heureusement, hein, dans notre système juridique, les idées, les informations, les données précisément ne sont pas des objets de droit. Alors, la base de données est donc définie par le Code de la propriété intellectuelle et, sans rentrer dans le détail, fait que la base de données doit répondre à un certain nombre de critères qui sont des critères de mise en forme de données, de manière méthodique et systématique, de manière à pouvoir interroger la base de données et à pouvoir accéder aux éléments qui y figurent de manière indépendante et autonome. Bref, la loi va assez loin, pour le coup, dans la définition de l'objet de propriété. Parce que précisément, elle veut, le législateur a voulu, quand la loi a été votée, la loi sur le droit des bases de données a été votée donc en 1998, suite à l'adoption d'une directive européenne, on a voulu circonscrire, évidemment, l'objet de propriété pour ne pas qu'on puisse penser, précisément, que l'ensemble des données serait objet de propriété. Donc on a bien circonscrit, c'est la raison pour laquelle un certain nombre de conditions figurent dans la loi. On a circonscrit l'objet, sachant, et ce sera une petite nuance par rapport à ce que je disais précédemment, c'est qu'on permet quand même à celui qu'on considère comme propriétaire de la base de données, qu'on appelle dans la loi le producteur de la base de données, à ce producteur, on lui permet quand même d'interdire un certain nombre de choses. Et parmi les choses qu'on lui permet d'interdire, il y a l'extraction substantielle. C'est-à-dire qu'on lui permet d'interdire, hein, c'est ce que lui offre son monopole d'exploitation, son droit de propriété, on lui permet d'interdire qu'une extraction substantielle, une aspiration massive de données, soit faite à partir de sa base de données dans laquelle il aura investi. C'est l'investissement matériel qu'on vient protéger par ce droit de propriété intellectuelle, bien sûr. Investissement matériel, investissement intellectuel. Et donc, en lui autorisant d'interdire, en lui donnant ce droit d'interdire l'extraction substantielle, d'une certaine manière, on peut se dire aussi que finalement, par ce biais-là, on lui permet de se considérer un petit peu comme propriétaire des données elles-mêmes, c'est-à-dire du contenu de la base. Mais ça n'est que dans cette limite, j'insiste bien, ça n'en fait pas un principe pour autant, parce que c'est une
C'est vraiment une condition d'application du droit. Et ça n'en fait pas un principe pour autant, et ça n'est qu'une nuance par rapport au principe général qui veut que seules les choses mises en forme soient objets de propriété intellectuelle. Voilà. Donc, et pour terminer sur cette idée de l'absence de propriété en général sur les données elles-mêmes, je terminerai pour dire que, je dirais simplement que la meilleure preuve, alors ça je fais appel un petit peu à la pratique juridique et à la pratique contractuelle en particulier, c'est que la meilleure preuve qu'il n'y a pas de droit de propriété sur les données, c'est que quand on transfère des données d'une entité à une autre, ça peut être une personne morale publique, une entreprise à une autre entreprise, peu importe, mais quand il y a transfert, contrat qui permet donc de communiquer les données à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de partager finalement des données, eh bien on insère une clause de confidentialité. Et que la clause de confidentialité, c'est bien la preuve que les données ne sont pas objets de propriété, parce que si elles étaient objets de propriété, on pourrait les diffuser, tout comme on diffuse des bases de données librement, en disant attention, ça c'est ma propriété, c'est marqué dessus, je suis propriétaire, comme on le fait pour les bases de données. Et à ce moment-là, toute personne aurait l'obligation de respecter ce droit de propriété et donc de ne pas se servir de ces données. Or, les données, lorsqu'elles ne sont pas objets base de données, eh bien elles sont librement utilisables par tous, dès lors qu'il n'y a pas de clause de confidentialité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas couvertes par le secret. Donc, dans les contrats, souvent, on trouve cette clause, on trouve deux clauses en général, dans cette pratique juridique qui est très intéressante à observer, mais qui ne correspond pas à la vérité juridique, à mon avis, c'est qu'on trouve une clause propriété des données, confère ce que je viens de dire précédemment, et on trouve en plus une clause confidentialité des données, ce qui en fait est une façon de mettre la ceinture et les bretelles, sauf qu'il n'y a que les bretelles qui en réalité sont utiles. Voilà, donc pour terminer là-dessus, et puis pour dire également que autour de ce droit de propriété intellectuelle, de ces droits de propriété intellectuelle comme le droit sur les bases de données, eh bien il y a des contrats spécifiques qui se sont développés, qui sont plus ou moins propriétaires, comme on dit, c'est-à-dire des contrats qui sont développés sur des modèles anciens, traditionnels, qu'on appelle les modèles propriétaires, même si j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas des modèles traditionnels qui font que l'on va exploiter une base de données, un logiciel à travers des contrats contre rémunération, etc., des choses tout à fait classiques aujourd'hui. Et puis se sont développés des modèles un petit peu plus libres, qu'on appelle les licences libres ou les licences libres, les Creative Commons en anglais par exemple, sachant que Creative Commons c'est un exemple de licence libre, il y en a beaucoup d'autres en réalité, notamment pour ce qui concerne les données. Il y a, et les bases de données, il y a la licence ODBL que vous pouvez trouver évidemment sur Internet si vous ne la connaissez pas déjà, et qui est un modèle de licence ouvert. Et je préfère dire d'ailleurs modèle de licence ouvert parce que le titulaire du droit sur la base de données va permettre une utilisation plus importante, plus large en réalité pour les utilisateurs que ne le permettent les autres modèles de contrat, tout simplement. Je vais préciser aussi une petite chose ici, c'est une précaution que je fais systématiquement, c'est que ces licences libres ne remettent pas en cause, par leur existence même, ne remettent pas en cause le droit de propriété intellectuelle. Au contraire, ce sont des licences qui s'appuient sur le droit de propriété intellectuelle. La licence ODBL, pour ne prendre que cet exemple, mais ça pourrait se trouver à travers les créatives aussi, la licence ODBL, par exemple, stipule dans son préambule que la personne qui va mettre à disposition une base de données est titulaire d'un droit sur cette base de données. Donc ça ne remet pas du tout en cause le droit de propriété intellectuelle, ça permet simplement d'ouvrir davantage les usages que l'on pourra faire, les utilisations que l'on pourra faire de la base de données ou de l'objet qui est l'objet du contrat. Voilà, tout simplement. Donc les licences libres, contrairement à ce qu'on croit en général, ne sont pas une remise en cause du modèle propriétaire, c'est un aménagement plus important simplement des utilisations faites. Voilà pour le droit de la propriété intellectuelle très rapidement, et puis pour le droit des données publiques. Alors là, on est dans un autre registre, précisément. Le droit des données publiques, c'est intéressant de le présenter dans le cadre du projet HUT, par exemple, dans le cadre de ce séminaire, parce qu'en effet, les données publiques sont une autre donnée qualifiée d'une autre manière et cette qualification sert un autre objectif. Cet objectif, quel est-il ? Eh bien,
c'est l'objectif qui résulte donc de cette politique open data, qui consiste à dire maintenant, les administrations, c'est une vieille idée hein, qui n'est pas nouvelle, qui date des années 80, qui a été développée dans les années 80 et qui a connu un essor, une évolution à travers cette période-là et aujourd'hui qu'on connaît sous le nom open data. À l'époque, dans les années 80, c'est l'adoption de la loi CADA en 1978, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, qui permettait l'accès aux documents administratifs. Donc on était dans quelque chose de beaucoup plus restreint. Et puis la loi CADA a évolué par la suite, bien sûr, pour donc connaître la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, notamment à travers le code, c'est aujourd'hui le code concerné, c'est le code des relations entre le public et l'administration, qui régule donc, qui régule quoi? Qui régule en fait les principes, la manière dont l'administration, les administrations doivent diffuser les données publiques, les données qu'on considère comme publiques, qu'on qualifie de publiques, au public. C'est-à-dire finalement la manière dont on va pouvoir les diffuser et puis la manière dont on va aussi pouvoir les réutiliser. L'objectif, et c'est ce que je voulais dire, l'objectif de ce dispositif, c'est bien sûr de permettre la réutilisation de ces données, parce que dans les années 80, et j'étais partie de là, dans les années 80, on a commencé à se dire à ce moment-là, et plus évidemment encore dans les années 90, c'est finalement, on dispose d'un réservoir de données dans les administrations énormes, des gisements de données, hein, très intéressants pour le public. Quand je dis le public, c'est un peu vague en réalité. Le public, c'est à la fois les citoyens qui sont désireux de bénéficier de plus de transparence finalement dans les informations détenues par l'État. Donc la transparence citoyenne, enfin au service de la citoyenneté, et puis, ou de la démocratie en général, et puis bien sûr les données qui peuvent servir à nourrir le tissu économique. C'est-à-dire les données qui peuvent servir aux entreprises pour développer éventuellement un commerce, un business autour de l'utilisation des données dites publiques. Voilà. Donc ça sert en fait à ces deux choses-là, le mouvement open data. Mais, vous l'aurez compris, ce mouvement, ou en tout cas ce dispositif juridique-là, ne s'applique qu'aux données publiques. Souvent, j'entends dire « mais moi je suis entreprise, est-ce que je suis soumis à l'open data ?» Je dis « bah non, les données ne sont pas des données publiques, elles sont des données privées, vous pouvez les garder confidentielles, vous avez tout à fait le droit. » L'open data ne s'applique qu'aux données publiques. Alors, données publiques, très rapidement, il s'agit de données qui sont détenues ou produites. Alors l'expression exacte dans le code des relations entre le public et l'administration, c'est données reçues ou produites par les administrations. Et les administrations, la notion d'administration ou de personne publique est entendue de manière très large. Même certaines personnes morales de droit privé, mais qui sont chargées d'une mission de service public, peuvent être soumises au dispositif open data. Donc, en fait, les données publiques, ce sont des données produites ou reçues par ces personnes-là, de manière très large, et ce sont des données, informations publiques. D'ailleurs, la loi utilise plus précisément le terme d'information et non pas de données. Intéressant, mais on peut raccourcir à mon sens. Ces informations ou données publiques, ce sont des choses contenues dans des documents administratifs. Et les documents administratifs, ce sont donc ces choses qui sont détenues ou produites par les administrations. Voilà. Voilà comment les choses sont présentées. Cette loi permet donc, enfin, oblige certaines administrations, la plupart, à diffuser, avec évidemment des exceptions. Ils ne sont pas obligés de tout diffuser. D'abord, il faut tenir compte d'un certain nombre de secrets, les secrets professionnels, les secrets défense nationale, les secrets industriels et commerciaux qui sont détenus souvent par les administrations, et je fais en particulier là la référence au domaine de la recherche scientifique, bien sûr. Donc, un secret industriel et commerciaux qui, évidemment, ne sont pas trahis avec l'application de ce dispositif. Et puis, il faut songer également à une autre exception qui fait que le dispositif n'aura pas vocation à s'appliquer, c'est le fait que les données sont soumises à des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers à l'administration. C'est-à-dire en cas de partenariat entre des personnes privées et l'administration, un droit de propriété intellectuelle sur une base de données, par exemple, détenue en copropriété par l'administration et une autre entité, fera que la base de données ne sera pas soumise à l'obligation de diffusion et encore moins à l'obligation de réutilisation. Voilà donc pour le dispositif Open Data qui donc permet de largement quand même, malgré les deux exceptions que je viens de mentionner, de diffuser les données
qualifié de public. Et puis enfin, comment protéger la personne identifiable grâce aux données? Ça, c'est le droit des données personnelles, puisque je l'évoquais. Ça, vous l'entendrez évidemment tout à l'heure. J'en terminerai juste et très rapidement pour dire que les données ne sont pas seulement soumises aux trois dispositifs que j'évoquais. Il y a évidemment tout le droit des contrats qui s'applique avec la question de la confidentialité dans les échanges et le partage des données. La confidentialité permet de protéger un partage, en réalité. Et puis évidemment, le droit de la concurrence qui aujourd'hui trouve à s'appliquer de manière très vive sur la manière dont on gère ces données, alors là pour les entreprises privées. C'est-à-dire finalement quand on fait de la rétention de données d'une certaine manière, ou quand on ne rend pas ces données interopérables, confère l'affaire Microsoft, comment est-ce qu'on peut être condamné par les autorités de concurrence pour abus de position dominante en particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Mais il y a quelque temps, je crois que c'est le Qatar, a donné la nationalité à un robot. Est-ce qu'on peut envisager que l'appartement qui va être équipé de plein de capteurs pourrait être considéré au niveau du droit comme une existence autonome à part entière qui, de ce fait, a des droits à faire valoir? Ou c'est on va dire du droit fiction, ou c'est complètement absurde, et pour quelles raisons on ne pourrait pas le faire, quoi? Question un petit peu délicate. Un petit peu délicate parce que c'est justement, ça fait partie de nos questionnements, nous, actuellement, chez les juristes. En fait, la question que vous posez, on la formule de la manière suivante. On dit, est-ce que les algorithmes pourraient, et donc peut-être les robots, tout dépend de quel point de vue on se place. Et là aussi, il y a matière peut-être à réfléchir. Est-ce que ces choses-là sont susceptibles de revêtir la personnalité juridique? Et donc, d'avoir un état de la personne, c'est-à-dire une nationalité, c'est-à-dire une personnalité éventuellement, alors peut-être entendu au sens restrictif ou strict du terme, mais une personnalité et peut-être, pourquoi pas, un patrimoine. La question, elle est complètement posée et il est difficile de vous donner même un élément, enfin quelques éléments de réponse, oui, mais une réponse, ça c'est pas en l'état des choses possibles. Moi, ce que je me dis, en tout cas, c'est que on a été capable d'attribuer la personnalité à des personnes, personnalité juridique, s'entend, bien sûr, à des personnes qui n'existent pas en vrai. Les entreprises, les associations, les administrations, personnes publiques, sont des personnes avec qui vous n'allez pas déjeuner. Et pourtant, ce sont des personnes qui disposent d'un patrimoine, qui disposent d'une personnalité dont on dit qu'on va défendre un certain nombre de valeurs, enfin de choses à travers elles, leur capital, leurs intérêts. Elles ont des intérêts à faire valoir, alors évidemment à travers des personnes physiques. Bien sûr, ce sont des personnes physiques qui représentent ces personnes morales. Mais les personnes morales sont en elles-mêmes titulaires d'un certain nombre de droits. Par exemple, pour vous donner, poursuivre un peu dans cette idée, une personne morale, malgré le fait qu'elle n'ait pas d'existence physique, une personne morale pourra être condamnée pénalement. Et c'est tout récent, enfin ça a quelques années maintenant, mais ça n'a pas toujours existé, cette condamnation pénale des personnes morales, parce qu'on se disait toujours, mais on ne va pas condamner pénalement une personne morale, ça n'a pas de sens. Et pourtant, alors, évidemment, elle ne va pas faire de la prison, mais elle sera condamnée sur le plan pécunier, financier, parfois de lourdes condamnations, mais en tant que telle, non pas à travers ses représentants, personnes physiques. Voilà ce qu'on a été capable de faire. L'imagination humaine est telle, et la construction de l'esprit humain a eu de tels résultats que on pourrait se dire qu'à un certain degré de sophistication peut-être des algorithmes, que l'on pourrait leur attribuer certainement, peut-être pourquoi pas une personnalité au sens strict du terme, et pourquoi pas une responsabilité. C'est la question évidemment de la responsabilité qui se pose, et peut-être un petit peu moins la question du patrimoine finalement, en tout cas de ce que l'on en réfléchit aujourd'hui. La question de la responsabilité, alors la responsabilité d'un algorithme ou d'un robot ne pourra évidemment se poser qu'à travers, à un moment donné, la responsabilité de ceux ou celles qui ont été à l'origine de ce robot ou de cet algorithme. Néanmoins, pour identifier quand même, à un moment donné, l'objet qui a généré la responsabilité ou la mise en œuvre de la responsabilité parce qu'elle a généré des dégâts, a causé des dommages à autrui, peut-être que identifier l'algorithme ou le robot sera intéressant. Ça permettra de prendre appui sur quelque chose pour éventuellement rebondir ensuite sur une responsabilité
de personnes physiques. Voilà les éléments, quelques éléments que je peux vous donner, ce n'est pas grand-chose, parce que c'est vraiment une question encore très très ouverte. L'autre chose qu'on entend parmi les personnes qui s'expriment là-dessus, il y en a encore très peu en droit, mais c'est ah non, il ne faut surtout pas penser à conférer une personnalité juridique parce que ça n'a pas de sens. Hein, c'est souvent ce qu'on entend. Nous, dans notre domaine en droit de la propriété intellectuelle, c'est aussi toute la question de la création par un robot, création d'une invention, d'une œuvre, bref, d'une création technique ou artistique ou esthétique, peu importe, mais en tout cas la capacité de créer. Ça, c'est des choses que l'on se pose depuis déjà longtemps avec la création assistée par ordinateur, quoi qu'il arrive. Et on y a toujours répondu jusqu'à présent en disant, ben non, derrière la machine, il y a toujours quelqu'un, et c'est ce quelqu'un qui bénéficie du droit d'auteur, par exemple, lorsque la création a été... Les données changent, c'est le cas de le dire, les données du problème ont un petit peu évolué et changent aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, moyen d'auto-générer une création artistique? Je crois qu'on a même quelques exemples aujourd'hui déjà de cela. Donc voilà, derrière la machine, quand il n'y a plus personne, finalement, la question peut être reposée également du point de vue du droit de la propriété intellectuelle, à mon avis. Il faut qu'on avance, je suis désolée, peut-être oui. vous poursuivrez tout à l'heure, il y avait une question de Benoît. Oui, pardon, bonjour. J'ai une question sur le droit et la responsabilité des informations déduites et des méta-informations. Juste pour illustrer, c'est un exemple, c'est les sportifs, ils courent avec une montre, il y a les coordonnées GPS, le site web met ça en ligne, et quand ils voient que tous les sportifs font à peu près le même trajet dans une région, ils disent, bah voilà, c'est le sentier préféré des sportifs. Sauf qu'on s'est retrouvé avec un sentier qui était rectangulaire dans le désert, où il était censé ne rien y avoir du tout. C'était évidemment des militaires qui couraient autour de leur base secrète. Ah, oui. Et la société derrière, qui mettait ça en ligne, après, a été attaquée pour divulgation de données confidentielles défense. Voilà. Qui en serait responsable? Si on devait transposer ça chez nous, dans l'open data, une administration sort une base d'informations qui concerne sa population, ses essais. Une autre administration sort une deuxième base, pas de problème. Et là, on a une troisième administration qui sort une troisième base, qui fait le lien entre les deux premières. Et finalement, par recoupement, on se retrouve avec un mélange de données médicales, personnelles. À qui va revenir la responsabilité? Et le l'adresse de l'appartement 8 est confidentielle. Et voilà. Oui. Et le troisième point, par exemple, c'est sur la métadonnée. On sait que Dropbox est très apprécié par toute la communauté de la recherche. Ce qui intéresse Dropbox aujourd'hui, c'est pas forcément le contenu de l'information du Dropbox lui-même, mais c'est les liens. Quand on ouvre un partage avec un autre chercheur, on crée un tissu, on crée les liens. Et alors, c'est toutes les questions sur Facebook, hein, c'est les liens et les relations. Finalement, le droit de cette métadonnée, bien sûr, à qui elle appartient, où est-ce qu'elle est? Alors, pour moi, c'est vrai que je n'ai pas spécifié la question des métadonnées, j'aurais dû d'ailleurs. Mais métadonnées et données, pour ce qui me concerne en tout cas, il s'agit du point de vue juridique, il s'agit de la même chose. C'est-à-dire, quand on l'envisage du point de vue des droits de propriété ou des droits des données publiques, on est dans les mêmes règles qui s'appliqueront. Hein, donc ce que j'ai dit pour les données, c'est valable, tout à fait valable pour les métadonnées. Pour répondre à votre question précédente sur alors déjà, j'ai pas forcément eu le temps de le dire tout à l'heure, mais du coup ça me permet de le préciser, que les données personnelles, les données médicales, tout ça, évidemment, il y a des règles qui viennent limiter la possibilité de diffuser ces données, bien sûr, y compris dans le dispositif Open Data. Les données de santé, par exemple, qui sont publiques, considérées comme publiques, elles sont régies par des règles qui figurent dans le Code de la santé publique et qui permettent de limiter, d'autoriser, mais dans certaines limites, en tout cas, la diffusion de ce type de données. Pareil pour les données de l'environnement. Donc on est quand même dans un système où déjà il y a des limites. S'il devait se passer la chose suivante que vous décriviez, à savoir qu'un croisement de données qui effectivement est largement encouragé finalement, parce que quand on encourage les entreprises à développer des business autour de l'utilisation, la réutilisation des données publiques, c'est bien qu'elles doivent à un moment créer des métadonnées et croiser en effet des données. La responsabilité à ce moment-là, s'il s'avérait que l'administration avait diffusé des données qui s'avèrent être des données normalement protégées, au sens non diffusables, elle serait évidemment responsable de cela. Elle